cette journée mondiale du scoutisme. Nous sommes le 22 février et pour l'occasion, c'est le Thinking Day qui est célébré par les scouts et les guides du monde entier. À cette occasion, on rend hommage au fondateur du scoutisme, Baden-Powell, à son épouse Olave, dont on connaît moins le nom, c'est vrai, mais qui fut à la tête du guidisme mondial. On en parle aujourd'hui avec notre invité Adrien Mogenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des scouts. Et avant de développer tout ça, moi j'avais envie de savoir, est-ce que vous avez un totem, Muriel? Mais figurez-vous, moi j'ai eu un totem tardif. Ah. Oui, en étant adulte, parce que je n'ai pas été totémisée, parce que j'ai fait qu'une année de lutin. Mais mon totem, c'est Hermine. Hermine, ça vous va très bien. Moi, c'est Calimiko. J'ai toujours détesté. Mais bon, voilà. C'est quoi ça comme animal? Un petit singe. Mais on m'avait fait croire à l'époque, parce que c'est il y a très très longtemps, que c'était un petit chat noir. Voilà, on peut se tromper. Je m'en suis rendu compte un peu tard. Et vous, comment c'est votre petit nom? Moi, c'est Muscardin. Muscardin. Un petit rongeur. Un petit mignon. Mais voilà, donc oui, on en parle aujourd'hui parce que vous êtes de plus en plus impliqués et cette année encore plus que les années précédentes avec vraiment un nombre de participants en hausse. Oui, la formule change un peu chaque année. On a un peu cherché différentes manières de célébrer cet anniversaire, finalement, cette journée mondiale, avec des formules qui ont eu des succès variés, disons. Et cette année, c'est vrai qu'on a manifestement trouvé quelque chose qui fonctionne bien. C'est vrai que je crois que la sortie de crise Covid nous aide aussi parce que nos animateurs sont très, je pense, pressés et contents de pouvoir se retrouver, faire des choses vraiment se voir. Et donc, oui, c'est les nuits du scoutisme. Donc, ça va être des promenades par petits groupes dans différentes villes, à Bruxelles et en Wallonie, où les animateurs de la région, alors on a choisi des villes universitaires parce que souvent les animateurs sont étudiants et donc ils sont plutôt en côte pour certains en tout cas. Et voilà, cette soirée, donc entre 20h et 22h, il y aura des petits groupes d'animateurs scouts, animatrices aussi, qui vont se promener dans les villes et ce sera une balade accompagnée au moyen d'une application, donc avec aussi de manière virtuelle, avec différents petits défis, des informations sur l'histoire du scoutisme, la fondation, la création du scoutisme, etc. Et un moment un peu plus collectif à la fin où on essaiera de connecter un peu ensemble les différentes villes. Voilà, ça promet d'être une soirée sympa. Adrien Mogenet, on compte 781 000 scouts et guides en Belgique. Est-ce que c'est un chiffre qui est en évolution? Parce qu'on a un peu cette impression, vu de l'extérieur, que les mouvements de jeunesse ont de plus en plus de succès. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Oui, ça se confirme avec les chiffres, effectivement. On est en croissance et même une croissance qui s'accélère en fait ces dernières années, qui s'est accélérée au moins depuis 3 ou 4 ans. Il y a souvent des listes d'attente pour les inscriptions dans les unités. Oui, ça c'est très variable d'une zone géographique à une autre, mais effectivement c'est une réalité, il y a des listes d'attente. Et donc ça c'est quelque chose, c'est une réalité à laquelle on essaie de répondre en essayant notamment de créer de nouvelles unités, parce qu'on a aussi des unités qui deviennent parfois très grosses, qui accueillent le plus possible de personnes, mais donc parfois on a des groupes qui sortent un peu d'une taille humaine, et donc ça c'est un peu dommage aussi en termes évidemment de qualité, d'animation, d'activité, etc. Et donc le défi c'est de parvenir à créer des nouveaux groupes. Et comment vous expliquez cet engouement? Alors c'est difficile à dire, évidemment on a plusieurs hypothèses. Je crois que l'accélération a été liée au moins en partie au Covid. On a quand même été un des seuls secteurs d'activité qui a pu continuer ses activités en s'adaptant beaucoup, évidemment. À un moment donné, on ne pouvait plus du tout être à l'intérieur, par exemple, c'était mais uniquement à l'extérieur. On a dû aussi faire porter le masque aux ados et à un certain moment aux enfants. Donc on a dû s'adapter, mais on a pu continuer presque tout le temps, sauf au premier confinement où là tout était arrêté. Mais donc ça, je crois que c'est une explication en tout cas. Une autre est peut-être simplement qu'on est un mouvement qui reste en mouvement. Alors ça, c'est Baden-Powell disait déjà, il faut que le scoutisme soit un mouvement qui reste en mouvement et donc qui continue à s'adapter à la société où il vit. Il n'est pas question que ça reste comme le scoutisme de papa ou de grand-papa. Et donc ça, je crois quand même qu'on parvient assez bien à le faire, notamment parce qu'il y a une rotation régulière. C'est régulièrement les cadres, les responsables changent régulièrement. On veut que ça reste un mouvement aussi qui est piloté par des jeunes, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres pays. Il y a des pays où, pour être animateur, il faut être parent, par exemple. Évidemment, nous, on n'est pas du tout dans cette réalité-là. Et donc, je crois que ça contribue aussi au dynamisme et finalement à l'image assez sympathique que le grand public peut avoir du scoutisme en Belgique. Et on dit souvent qu'en Belgique, le scoutisme fait partie de l'ADN des Belges. Et on salue d'ailleurs tous les chefs qui sont bénévoles. Et il faut le rappeler, je trouve ça important. C'est vrai que vous êtes un tas de jeunes là à vous investir parce que ça prend du temps de préparer une réunion, de préparer
un camp, de préparer un petit camp. Bien sûr, on estime que c'est 600 heures par an que chaque animateur ou chaque animatrice consacre à son engagement bénévole, souvent en étant étudiant effectivement, donc en ayant parfois un job d'étudiant, donc voilà, et là c'est vrai que c'est du temps donné gratuitement mais pas pour rien, disons. Et vous les trouvez facilement encore ces animateurs qui sont motivés Alors, de manière générale, oui, assez bien. Encore une fois, il y a des variantes géographiques. Je dirais qu'il y a aussi, alors il faut le dire aussi, c'est une réalité que le scoutisme est mieux implanté dans certaines zones que dans d'autres, que dans des zones socio-économiquement plus défavorisées, c'est plus difficile. Il y a des unités, mais elles ont parfois plus de difficultés à rester à flot, à trouver des animateurs, parce que c'est aussi souvent des jeunes qui peut-être passent moins de temps aux études supérieures et vont plus vite rentrer sur le marché du travail, vont avoir moins de temps à consacrer, moins de temps libre à consacrer à tout ça. Et donc tout ça, c'est des réalités auxquelles on est confronté. Et voilà, on essaye de ne pas se voiler la face et aussi de lancer des projets qui permettront au maximum, enfin au scoutisme, de toucher un maximum de jeunes et dans toutes les couches de la population, ce qui n'est pas encore toujours le cas aujourd'hui. Alors, le scoutisme est aussi beaucoup engagé au niveau de la société, au niveau des certains combats, comme j'ai envie de dire le climat. Il y a des scouts qui étaient présents à la COP 26. Donc ça fait partie aussi de ces missions du scoutisme, d'éduquer un peu les jeunes à ce niveau-là. Oui, absolument. C'est une des valeurs. Et ça, je disais que le scoutisme est un mouvement qui évolue avec son temps. Ce qui reste et restera immuable, c'est les valeurs qui sont les mêmes depuis le début. Et une des valeurs du scoutisme, c'est le respect de l'environnement, le respect de la nature. Et donc, c'est effectivement quelque chose auquel on essaye de sensibiliser les scouts. C'est, il y a 20-30 ans, c'était peut-être ne pas polluer, ne pas laisser ses papiers par terre. Et aujourd'hui, c'est des questions plus de durabilité, de comment consommer peut-être plus raisonnablement, plus durablement. Le zéro déchet, on a de plus en plus effectivement de sections qui rentrent dans une démarche de zéro déchet, de diminution de production des déchets au camp et aussi au quotidien, dans les réunions. Effectivement, c'est important. Oui, vas-y. Non, je me disais, il faut s'adapter, on en a parlé avec cette pandémie. Là, ça a l'air de s'éclaircir, évidemment, mais on n'est jamais à l'abri d'une décision. Comment vous devez fonctionner, du coup? Vous avez déjà des projets pour l'été avec vos camps? Vous vous engagez quand même Alors en fait, le nouveau baromètre prévoit que normalement, même en étant en code rouge, les camps devraient pouvoir se dérouler. Donc sous le code rouge, la formule du code rouge permet l'organisation des camps, moyennant évidemment des adaptations, sans doute encore le port du masque dans certaines circonstances, le fait de rester au maximum à l'extérieur, etc. Bon, c'est des réalités qu'on a connues en fait l'été dernier et l'été précédent. Et donc je dirais que, je ne vais pas dire que ça devient une habitude, parce que ce serait dommage que ça devienne une habitude évidemment, mais c'est une réalité à laquelle nos groupes ont été confrontés. Et donc, actuellement, c'est le scénario du pire. Et donc, on espère que ce sera en fait un meilleur scénario que ça et qu'on pourra avoir un peu plus de liberté, un peu plus de naturel dans l'organisation des camps. Et par contre, il y a une autre adaptation qui s'annonce aussi, c'est le changement du calendrier scolaire. Déjà, avec le fait qu'on va terminer l'école plus tard, au mois de juillet, il y a quand même des unités qui partent toujours très tôt au mois de juillet. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de demandes encore que ce qu'il y en a pour l'instant sur les mêmes plaines dans le sud du pays. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi un défi auquel on est confronté, auquel on s'attaque un maximum dès maintenant. En fait, il y a déjà plusieurs projets en cours. Dans nos relations avec les pouvoirs publics aussi, on essaie de faire passer des messages parce qu'on va avoir besoin d'eux aussi. Comme vous dites, en fait, la période des camps, c'est le mois de juillet. C'est vraiment à ce moment-là que tout le monde part, ou presque. Il y en a encore un petit peu la première quinzaine d'août, mais après, c'est vraiment fini. Et là, on apprend que le mois de juillet va être raccourci, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que on va avoir une pression, donc un nombre équivalent de groupes qui vont vouloir partir, mais sur une durée plus courte. Ça veut dire plus de pression sur les endroits de camp, un risque que le prix des endroits de camp augmente parce que la demande augmente, un risque aussi d'être à court au niveau du matériel, parce qu'il faut savoir que beaucoup de nos groupes reposent sur le système de prêt de matériel, notamment de tentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et actuellement les tentes qui sont déclassées ne sont pas remplacées. Et donc ça, c'est une demande qu'on fait aussi au pouvoir public, c'est s'il vous plaît, investissez dans du nouveau matériel, parce qu'en fait, la demande ne va pas aller en diminuant très loin de là, au contraire, et donc on a vraiment besoin de plus de matériel, on a besoin aussi que des moyens soient mis dans l'ouverture de nouveaux endroits de camp. On pense notamment aux écoles, mais il y a les écoles notamment du secteur public. On a quand même l'impression que ce ne serait pas très compliqué qu'il y ait un arrangement qui soit fait pour que ces bâtiments qui sont de toute façon inoccupés et inutilisés en grande partie pendant l'été puissent être mis à disposition des groupes, moyennant évidemment conventions et arrangements bien propres pour que tout soit fait dans les règles. Mais voilà, il y a des solutions qui existent et ça c'est un message qu'on envoie actuellement aux autorités, c'est aidez-nous à faire face à ce changement-là. Et nous, on s'adapte aussi, on est dans une réflexion notamment avec nos animateurs actuellement, j'y étais encore dimanche, où on demande aux animateurs, tiens, si on devait repenser la formule des camps pour s'adapter à cette nouvelle réalité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc nos animateurs, je peux vous le dire, sont vraiment très, très volontaires par rapport à ça et sont bien conscients aussi qu'on va sans doute nous aussi devoir s'adapter.
Merci. Merci et bravo en tout cas. Hein. Mais non, c'est vrai, moi j'aime bien ces jeunes qui bougent. Et on rappelle que c'est la nuit du scoutisme donc ce soir. Hein. Ce soir, à Bruxelles. Amusez-vous bien alors, profitez-en bien. Merci Adrien Mogenet d'être passé par chez nous.